Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, mardi 22 octobre, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de cette édition. Une manifestation s'est tenue à Bar-le-Duc aujourd'hui, réunissant les agriculteurs en colère. Découvrez leurs revendications dès le début de ce journal. Plus d'une centaine de nageurs français et internationaux étaient présents dans le grand bassin du centre nautique de Saint-Dizier. Et nous terminerons ce journal avec la cuisine centrale de Frinicourt qui vient d'être inaugurée. Avant de développer ce journal, revenons un instant sur cette actualité qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Il s'agit de la grève SNCF. En effet, suite à un accident survenu dans le nord de la France, les agents de la SNCF font jouer leur droit de retrait et dénoncent les conditions de sécurité insuffisantes à bord des trains. Depuis, de fortes perturbations de circulation se font ressentir et on retrouve Antoine Regnault en duplex de la gare SNCF de Saint-Dizier. Bonsoir Antoine, peux-tu nous dire quelle sera la situation pour demain au niveau de la circulation des trains ? Et oui Julien, les transports en train et notamment en TER pour la journée de demain s'annoncent presque fluides. La SNCF annonce la circulation de 1 TER sur 2 en Champagne-Ardenne contre seulement 3 sur 10 aujourd'hui. Le circuit Vallée de la Marne de Saint-Dizier à Paris-Est circulera quant à lui normalement pour la journée de demain. Et du côté de la Lorraine, le retour à la normale était prévu aujourd'hui et il continuera ainsi pour toute la journée de demain. À noter que les TGV et les Ouigo de toute la région Grand Est circulent normalement. Et en effet, suite à ces perturbations, de nombreux trains ont été annulés. Est-ce que tu peux nous dire si la SNCF va prendre en charge les billets de train annulés ? Eh bien oui Julien, cette grève est, je vous rappelle, sans préavis, ce qui indique que la SNCF n'a pas pu prévenir les usagers quant à des possibles retards ou même des suppressions de trains, comme il y a eu depuis vendredi. Le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, a annoncé également samedi que tous les voyageurs impactés par cette grève et ces perturbations en lien à ce mouvement social seront remboursés. Tous les billets seront remboursés, les billets TGV, Ouigo, TER et même les billets indiqués non échangeables et non remboursables. Pour le remboursement de ces billets, c'est simple, il faut se rendre en gare ou sur les bornes interactives et pour les billets achetés sur internet, ils peuvent se rembourser également auprès des agences et du site TER de votre région. Un fonds d'indemnisation d'1 million d'euros a également été ouvert pour compenser les frais annexes compris, notamment des nuits d'hôtel pour certains usagers qui ont été impactés par cette grève. Une adresse mail spécifique sera créée prochainement. Merci Antoine pour ces informations et merci également à Rémi Morbin pour les images. Et je vous le disais en titre, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Fédération nationale des jeunes agriculteurs ont lancé un appel national dans le but de manifester ce mardi 22 octobre. En Meuse, les agriculteurs se sont réunis devant la préfecture. Ils ont procédé à un bâchage de ce bâtiment. Ils ont également déposé du fumier ainsi que de la paille sur le parvis. Sur place, Nicolas Fontaine et Antoine Regnault. Cela fait maintenant plusieurs mois que les agriculteurs essaient d'interpeller le gouvernement. Ces derniers dénoncent l'ambiance actuelle autour de l'agriculture ainsi que l'agribashing dont ils se disent victimes. Au travers de ce terme, agriculteurs et institutions agricoles mettent en exergue ce qu'ils perçoivent comme une campagne systématique de dénigrement initiée par des organisations. Les agriculteurs gagnent plus leur vie aujourd'hui, vivent de plus en plus mal leur métier. La question du renouvellement des générations est très délicate pour les années à venir et pour la prochaine génération d'agriculteurs. Donc voilà, les agriculteurs sont un peu perdus aujourd'hui dans leur métier et sont venus un petit peu chercher des réponses aujourd'hui à la préfecture et en s'adressant aussi au gouvernement. Parmi la soixantaine de manifestants présents devant la préfecture de la Meuse, il y avait Frédéric, un agriculteur qui exerce dans l'élevage bovin et viande depuis 2011 dans le village de Montplonne. Ce dernier fait face à de nombreuses interrogations, notamment sur son rôle d'agriculteur. Aujourd'hui, on vient là pour demander au gouvernement ce qu'ils veulent de nous. Est-ce qu'ils veulent que demain on soit encore agriculteur ou non ? S'ils veulent plus, c'est tout, mais qui nous disent
qu'on fait si on remet tout en herbe, si on laisse tout repartir en friche, mais qui nous disent. On peut pas. Nous, il nous faut un avenir. On est des chefs d'entreprise, on a des charges comme tout le monde, donc et on a une famille à nourrir. Avant tout, je suis un père de famille et j'ai quand même une famille à nourrir tous les mois. Aux alentours de 13h30, la préfecture de la Meuse a accueilli le président du syndicat départemental des jeunes agriculteurs de la Meuse, ainsi que la présidente de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Des revendications à l'échelle nationale mais aussi locale ont été mises en avant. En effet, ils ont évoqué le problème des dégâts commis par les sangliers et le non-respect de leur culture. Nous avons porté nos revendications auprès du secrétaire général, donc essentiellement sur tout ce qui est dénigrement de l'agriculture française et donc meusienne. Donc surtout le matraquage qu'on a par rapport à nos pratiques et par rapport à nos élevages et à la façon dont on produit l'agriculture. On n'a pas de réponse aujourd'hui à nous dire demain on met ça en place. Donc on va continuer à pousser, on va continuer à faire le travail pour qu'on soit entendu sur ces éléments-là. Nous avons contacté la préfecture afin qu'ils apportent de plus amples explications sur cette rencontre, mais ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Cependant, ils nous affirment que toutes les revendications ont été entendues et seront par la suite remontées. Le centre nautique de Saint-Dizier accueille ce week-end des nageurs français et internationaux dans le cadre de la 28e édition du meeting et de natation. Une soirée de gala s'est déroulée samedi soir, mêlant compétition et art. Un reportage signé Nicolas Fontaine. C'est sur les notes du compositeur Julius Fussy qu'a démarré la soirée de gala de la 28e édition du meeting international de natation de Saint-Dizier. Pour l'occasion, une équipe de natation artistique hollandaise a ouvert le bal. Après leur démonstration, elles ont cédé leur place aux nageuses pour la première compétition, 50 mètres papillon. Une course remportée par Naëlle Portecop. Je suis assez contente. Après, ça n'a pas trop répondu à mes objectifs, mais bon, j'en m'en rapproche un peu, donc ça va. Les courses sont par la suite enchaînées, 50 mètres papillon messieurs, 50 mètres dos et brasse, avant de passer aux 400 mètres nage libre dames et messieurs. Durant cette étape, le Rouennais Farid Zitouni est arrivé en seconde place. Je suis surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à faire ça. L'an dernier, je fais 3,50 au championnat de France à Futé. Là, je suis en pleine période de préparation et avec les entraînements, on n'arrête pas, c'est la reprise quoi. Et là, je fais moins de 3 secondes. Je suis satisfait quoi. Ce meeting a réuni plus d'une centaine de nageurs pour qui l'objectif était de taille. Certains viennent chercher des qualifications donc pour les championnats d'Europe. Et c'est vrai qu'on a des courses qui sont quand même d'un niveau phénoménal. Cet événement sportif est devenu incontournable pour Philippe Bossois, président de la communauté d'agglomération. Ce meeting est un réel atout pour la ville de Saint-Dizier. C'est aussi un engagement de tout le club, d'énormément de bénévoles, sans qui on ne pourrait pas réussir cet événement. Parce qu'il a la particularité d'être à la fois, bien sûr, une compétition, mais aussi un événement très convivial et d'échange culturel, puisque la plupart des nageurs sont hébergés chez des familles. Voilà, donc ça permet aussi des vraies connaissances, des vrais échanges culturels. Donc c'est ce qui en fait une particularité parmi tous les meetings qui existent en France. Justement, parmi les nageurs internationaux, nombreux venaient d'Allemagne, d'Ukraine, d'Hongrie, du Mali, de Russie, de Belgique et même d'Espagne. Durant la soirée, les Espagnols originaires de Madrid se sont montrés timides. C'est seulement lors des dernières finales qu'ils ont réussi à monter sur le podium. J'ai bien nagé, mais j'espérais un peu mieux, surtout que c'est une des épreuves que j'aime le plus, mais bon, je suis très contente. Je suis ravie d'être ici, on se sent vraiment bien, l'organisation est géniale, je serais vraiment contente de revenir ici l'année prochaine. La vérité est que je suis content car je me suis beaucoup entraîné sur la nage le 100 mètres. J'ai tout donné sur les derniers 50 mètres pour jouer la sécurité et terminer sur le podium. La soirée de gala a notamment été marquée par les performances du jeune Maxime Grousset, arrivé premier à 2 reprises. Je pensais vraiment pas faire ce temps. Aujourd'hui, après avoir fait un 104 nage 10 minutes après, je sais pas quoi dire à part le fait que je suis super content, le meilleur temps, voilà. Rien de mieux. Pour un meeting, Saint-Dizier, super meeting qu'on a fait il y a 2 ans déjà, et c'était bien passé, donc tout est bien. Une soirée qui aura su attirer de nombreux spectateurs venus admirer les performances aquatiques et soutenir les compétiteurs.
Une nouvelle cuisine centrale située à Frignicourt dans la Marne a été inaugurée ce week-end. Un nouvel établissement qui saura ravir les élèves de la communauté d'agglomération Vitry-Champagne-Ardenne. Un reportage signé Linda Benaïssa, Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Située dans l'enceinte du collège Pierre-Gilles de Gênes, à proximité du gymnase Marcel Alain, la toute nouvelle cuisine centrale de la Codecom Vitry-Champagne-Ardenne a été inaugurée vendredi soir en présence d'une centaine de personnes. Plusieurs élus locaux étaient sur place, dont Denis Connu, préfet de la Marne, Daniel Lyon, maire de Frignicourt, Jean-Pierre Bouquet, président de l'instance communale, ou encore Christian Bruyenne, président du conseil départemental de la Marne. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes très heureux d'avoir accompagné ce projet à une belle hauteur, 1 million d'euros sur le coût total de l'équipement. Mais c'est un équipement construit en bonne intelligence. Voilà. Nous aurions été dans le ridicule de construire une cantine pour notre collège de Frignicourt, puisque c'est le département qui en a la responsabilité, et puis une autre restauration à côté. Donc vraiment, c'est un projet de bon sens, et c'est pour cela que nous avons souhaité y participer de manière assez importante. C'est novateur. Et c'est très bien parce qu'on l'a dit, c'est une douzaine d'emplois qui sont préservés sur le territoire. Et l'emploi, c'est la vie d'un territoire, c'est ce qui fait son avenir. Ce bâtiment représente le plus gros investissement de la mandature actuelle avec un coût total de 5 275 000 €. Le confort des agents qui travaillent dans ces locaux a été au cœur des réflexions. Ils pourront notamment disposer d'équipements perfectionnés avec 800 000 € d'investissement pour les ustensiles de cuisine, piano friteuse économique en huile ou encore four à convection. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le produit final, il est formidable. Et on pense à la santé des agents parce qu'ils vont tous travailler sur des postes sécurisés et climatisés. En fait, toutes les normes existantes actuellement en matière de sécurité alimentaire sont respectées. Et j'ajoute que ce bâtiment, qui est construit en béton, est un bâtiment basse consommation. C'est un bâtiment haute qualité environnementale. Il est relié à la chaufferie biomasse de la SEM Vitry Énergie et donc c'est 0 émission de gaz à effet de serre. C'est dernier cri, on applique toutes les normes, avec une salle de restauration de 400 m² pour les enfants du collège. 2 types de production, une production chaude et une production froide. La production chaude étant destinée aux collégiens, la production froide pour les 14 écoles de la communauté de communes que nous alimentons, donc en liaison froide. Ici, c'est un investissement de 5 millions d'euros pour les bâtiments et 800 000 € d'investissement dans le matériel de cuisine. Près de 1200 repas seront servis au quotidien, directement sur place pour les collégiens. Le reste des denrées sera livré aux écoles pendant une tournée allant de 6h30 à 11h30 du matin. Les tarifs sont adaptés en fonction du quotient familial des usagers. Le maître mot sera la qualité afin de sensibiliser les élèves à l'importance de la nutrition, du bio et du circuit court, notamment grâce au jardin qui jouxtera le bâtiment. Et le choix que nous faisons, c'est le choix de la qualité alimentaire. C'est pour ça qu'on a conservé cet équipement en régie. On fait en sorte que cet équipement soit aussi un clin d'œil à la profession agricole qui est en train d'évoluer, qui se dirige vers le bio, pour qu'elle puisse trouver avec cet équipement un débouché. Des portes ouvertes ont été organisées le lendemain de l'inauguration afin de permettre au grand public et aux futurs utilisateurs de découvrir l'intérieur des locaux. Mon fils est au collège Pierre-Gilles de Gênes et je voulais savoir dans quoi ces aliments étaient fabriqués. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est venu faire le déplacement puisque c'est quand même un nouveau bâtiment qui était attendu depuis très longtemps et je pense que c'est une belle réussite. L'éthique écologique, durable et anti-gaspillage a été prise en compte avec un système de compostage et l'éviction progressive des matières plastiques. On a fait ce choix parce que c'est le choix de l'avenir, c'est le choix de la jeunesse, c'est le choix du développement d'une adolescence dans de bonnes conditions. Et puis, il faut qu'ils puissent voir que ce discours sur l'environnement, la qualité qu'on doit retrouver, il est concret, il est sur le territoire, il faut qu'ils puissent s'en rendre compte. Ce n'est pas que des discours, ce n'est pas des incantations, c'est une réalité. Il faut qu'on puisse la voir et la toucher. C'est donc un projet de longue haleine qui s'est concrétisé ce week-end. Il a été rendu possible grâce aux subventions du département et de l'État et au travail des professionnels intervenus sur ce chantier avec la volonté de placer la jeunesse au cœur des préoccupations du territoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.